Tout commence avec une question que chaque être humain s'est posée au moins une fois dans sa vie, souvent la nuit, souvent en silence. D'où vient tout ça? D'où vient la matière qui compose nos corps, les arbres, les pierres, les océans? D'où viennent les étoiles, les planètes, les galaxies qui s'étendent à perte de vue dans toutes les directions? D'où vient l'univers lui-même? Pendant longtemps, cette question n'avait pas de réponse scientifique. Elle appartenait aux mythes, aux religions, aux philosophes. Et puis, au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un homme, un prêtre catholique et astrophysicien belge, du nom de Georges Lemaître, a commencé à observer les galaxies. Et ce qu'il a vu l'a conduit vers une idée qui allait changer la façon dont l'humanité se comprend elle-même. Il a remarqué que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Pas au hasard, pas dans un sens ou dans l'autre, mais dans toutes les directions à la fois, comme si l'univers tout entier était en train de se dilater, de s'étirer, de grandir. Et si l'univers grandit, cela veut dire qu'il était plus petit avant, et encore plus petit encore avant. Et si on remonte suffisamment loin dans le temps, on arrive à un moment où tout, absolument tout ce qui existe, était concentré en un seul point infiniment petit, infiniment dense, infiniment chaud. Un point que le maître appelait l'atome primitif. Un point que nous appelons aujourd'hui la singularité initiale. Et l'explosion de ce point, ou plutôt l'expansion soudaine et fulgurante de cet espace concentré, c'est ce que nous nommons le Big Bang. Quand le maître a présenté cette idée à Albert Einstein, la réaction du plus grand physicien de son temps n'a pas été enthousiaste. Einstein croyait à un univers stable, éternel, immuable, un univers qui ne naît pas, qui ne meurt pas, qui ne grandit pas. L'idée que tout ait pu surgir d'un point unique lui semblait absurde. Il aurait dit à Lemaître, en résumé, que ses calculs étaient peut-être corrects, mais que physiquement, tout ça lui semblait profondément insatisfaisant. Et pourtant, les années ont passé, les preuves se sont accumulées. D'autres astronomes ont observé ce que Lemaître avait observé. Des instruments de plus en plus puissants ont confirmé l'expansion de l'univers. Et Einstein, cet homme qui n'aimait pas avoir tort, a fini par admettre que Lemaître avait raison. Il aurait même qualifié sa propre résistance initiale de la plus grande bêtise de sa vie. Voilà ce que la science fait, parfois. Elle force même les plus grands esprits à revoir leurs certitudes. Depuis lors, la théorie du Big Bang est devenue le socle de notre compréhension de l'univers. Elle explique énormément de choses. Elle prédit avec une précision remarquable la façon dont les atomes les plus légers se sont formés dans les premières secondes après cette explosion initiale. Elle explique pourquoi l'univers est rempli d'un rayonnement diffus, une sorte d'écho lointain et presque imperceptible des premiers instants de l'existence. Elle décrit comment les premières étoiles se sont allumées, comment les galaxies se sont formées, comment la matière s'est organisée au fil de milliards d'années pour créer les structures magnifiques que nous observons aujourd'hui. Mais la théorie du Big Bang a aussi ses limites. Et ces limites, les scientifiques les connaissent bien. Ils ne les cachantent pas. Au contraire, ce sont ces limites qui les poussent à chercher encore, à questionner encore, à imaginer d'autres possibilités. La plus grande de ces limites est celle-ci: que s'est-il passé avant le Big Bang? La réponse officielle, si l'on peut dire, est qu'il n'y avait rien. Parce que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Il n'y a pas de « avant » si le temps n'existait pas encore. Un peu comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord,
la question n'a pas de sens dans le cadre que nous connaissons. Mais beaucoup de chercheurs trouvent cette réponse insatisfaisante. Pas parce qu'elle est fausse, nécessairement, mais parce qu'elle ferme une porte sans vraiment l'ouvrir. Parce qu'elle dit « il n'y avait rien » là où nous aimerions comprendre pourquoi il y a quelque chose. Parce qu'elle accepte l'existence d'une singularité, ce point initial, infiniment petit et infiniment dense, sans expliquer d'où elle vient ni ce qui l'a produite. Et là, quelque chose d'intéressant commence. Parce que lorsque la science rencontre ses propres limites, elle ne s'arrête pas. Elle explore, elle imagine, elle propose des modèles alternatifs, des théories nouvelles, des pistes inattendues. C'est exactement ce qu'a fait un physicien dont le nom mérite qu'on s'y arrête un moment. Nicodème Poplavski est un physicien théoricien, ce qui signifie qu'il travaille principalement avec des mathématiques et des modèles conceptuels, plutôt qu'avec des télescopes ou des laboratoires. Son terrain de jeu, c'est l'abstraction rigoureuse. Et dans cet espace abstrait, il a développé une idée qui, à première lecture, pourrait sembler relever de la science-fiction. Selon Poplavski, notre univers n'est pas né d'une singularité primordiale qui aurait explosé dans le vide. Notre univers est né à l'intérieur d'un trou noir. Prends un moment pour laisser cette idée s'installer. Notre univers, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, toutes les étoiles et toutes les galaxies, et toutes les nébuleuses et toutes les planètes, serait né de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir appartenant à un autre univers, plus grand, plus ancien, dont nous ne pouvons rien percevoir directement. Et si cette idée est correcte, alors il n'y a jamais eu de Big Bang au sens classique du terme. Il n'y a jamais eu de singularité initiale, de point zéro, où tout aurait surgi de rien. Ce que nous appelons le Big Bang serait en réalité quelque chose de différent, quelque chose que Poplavski appelle le grand rebond. Un rebond, non pas une explosion surgissant du néant, mais une explosion née d'une compression extrême. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord comprendre ce qu'est un trou noir. Et pour ça, pas besoin de formule. Une image suffit. Imagine une feuille de tissu tendue horizontalement, bien lisse, bien plate. Si tu poses une petite bille dessus, elle crée une légère dépression, un petit creux dans le tissu. C'est ce que fait n'importe quelle masse sur le tissu de l'espace-temps. La Terre crée un creux. Le Soleil crée un creux plus grand. Plus la masse est grande, plus le creux est profond. Maintenant, imagine une masse tellement immense, tellement concentrée, que le creux devient infini, que le tissu ne se contente plus de se courber, il se perce, il s'ouvre, et tout ce qui s'approche de trop près tombe dans ce trou sans jamais pouvoir remonter. C'est un trou noir. Un trou noir, c'est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper. Pas la poussière, pas le gaz, pas les planètes, pas les étoiles. Même la lumière, la chose la plus rapide qui existe, n'arrive pas à s'en extraire une fois qu'elle a franchi une certaine limite. Cette limite s'appelle l'horizon des événements. Et au-delà de cet horizon, nous ne savons pas ce qui se passe. Littéralement. Pas parce que nous n'avons pas encore les bons instruments, mais parce qu'aucune information ne peut en sortir. C'est une frontière absolue, une barrière que même la physique moderne ne peut pas franchir avec certitude. Les trous noirs sont prédits depuis plus d'un siècle par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais pendant longtemps, on n'était pas vraiment sûr qu'ils existaient vraiment dans la nature. Ils semblaient trop extrêmes, trop étranges,
trop proche de la fiction pour être réel. Et puis les preuves ont commencé à s'accumuler. Les astronomes ont observé des étoiles tournant à des vitesses folles autour d'objets invisibles. Des gaz brillants aspirés vers des centres galactiques et chauffés à des millions de degrés. Des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Des ondes gravitationnelles produites par des trous noirs qui fusionnent dans des collisions d'une violence inimaginable. Et en 2019, quelque chose d'historique s'est produit. Pour la première fois, une collaboration internationale de radiotélescopes répartis sur toute la planète, un réseau qu'on appelle l'Event Horizon Telescope, a réussi à obtenir une image d'un trou noir. Pas le trou noir lui-même, qui est par définition invisible, mais son ombre, son contour, entouré d'un halo de matière incandescente tournant à une vitesse vertigineuse. Cette image, floue et orangée, ressemblant presque à un œil dans les ténèbres, a fait le tour du monde. Et pour la première fois, les trous noirs sont passés du statut de concept mathématique à celui de réalité observée, photographiée, documentée. Ils sont réels, ils existent, et ils sont partout. Presque toutes les grandes galaxies que nous connaissons, et il y en a des centaines de milliards dans l'univers observable, possèdent au centre un trou noir supermassif. Ces trous noirs ne sont pas de simples trous dans l'espace. Ils ont des masses colossales, des millions, des milliards de fois la masse de notre propre Soleil. Notre galaxie, la Voie lactée, ne fait pas exception. En son centre se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. Sa masse est environ 4 millions de fois celle du Soleil. Et pourtant, à l'échelle de la galaxie, il reste relativement modeste comparé aux monstres que l'on trouve dans d'autres galaxies. Sagittarius A étoile se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous. C'est-à-dire que si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde, il nous faudrait 26 000 ans pour l'atteindre. Pour donner une idée concrète de ce que représente cette distance, imagine que l'on réduise l'ensemble du système solaire à la taille d'un terrain de football. Le Soleil se trouverait au centre. La Terre serait à environ 1,75 m du centre. Neptune, la planète la plus éloignée, se trouverait à environ 50 mètres, près de la ligne de touche. À cette même échelle, l'étoile la plus proche du Soleil serait à Paris. Et le trou noir au centre de notre galaxie serait à une distance équivalente à 75 fois le tour de la Terre. Voilà ce que signifie 26 000 années-lumière. Une distance qui écrase l'imagination. Et pourtant, nous observons ces trous noirs. Nous les étudions. Nous les cartographions. Des chercheurs ont même commencé à dresser des cartes du ciel, recensant des milliers de trous noirs supermassifs détectés à travers des observations radio. Ces cartes ressemblent à des cartes d'étoiles, sauf que chaque point lumineux représente non pas une étoile, mais un de ces monstres gravitationnels engloutissant la matière à des millions d'années-lumière. Pour les observer, les astronomes utilisent des radiotélescopes, parce que les trous noirs avalent la lumière visible et parce que la vue est souvent obstruée par la poussière et les étoiles qui se trouvent entre nous et eux. Les ondes radio permettent de voir là où les yeux et les télescopes optiques ordinaires ne voient rien. Un des plus grands radiotélescopes mobiles du monde se trouve en Allemagne, dans une vallée verdoyante près d'Effelsberg. Son antenne principale mesure 100 mètres de diamètre et pèse plus de 3000 tonnes. Avec lui, les astronomes peuvent sonder des régions de l'univers inaccessibles autrement. Mais même cet instrument géant
ne suffit pas pour capturer l'image d'un trou noir. C'est pourquoi des dizaines de télescopes répartis aux quatre coins de la planète sont connectés ensemble pour former un télescope virtuel dont le diamètre effectif est équivalent à celui de la Terre entière. Cette combinaison donne une résolution d'une précision incroyable, suffisante pour distinguer les contours de l'ombre d'un trou noir à des millions d'années-lumière. Mais revenons à la question qui nous guide dans cette promenade. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Nous ne le savons pas avec certitude, et c'est peut-être la phrase la plus honnête que la science puisse prononcer sur ce sujet. Nous savons ce qui se passe en approchant. Nous savons que la gravité augmente de façon vertigineuse à mesure qu'on s'approche de l'horizon des événements. Nous savons que le temps se dilate, que l'espace se courbe de manière de plus en plus extrême. Nous savons que si un observateur extérieur regardait quelqu'un tomber vers un trou noir, il verrait cet être ralentir de plus en plus, comme figé dans le temps, jusqu'à disparaître lentement dans le rougeoiement de l'horizon. Nous savons aussi ce que la physique prédit pour l'objet qui tombe à l'intérieur. Les forces gravitationnelles deviennent si intenses et si asymétriques, beaucoup plus fortes à certains endroits qu'à d'autres, que tout objet serait étiré dans la direction du centre et comprimé dans les directions perpendiculaires. Les physiciens appellent ce phénomène la spaghettification, un mot presque amusant pour désigner quelque chose d'absolument terrifiant. Et au bout de cette chute, selon la théorie classique, on arrive à la singularité, ce point où la densité devient infinie, où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner, où les équations d'Einstein s'effondrent sur elles-mêmes. Mais voilà le problème avec les singularités. Elles sont mathématiquement valides, mais physiquement insatisfaisantes. Elles ressemblent moins à une réalité concrète qu'à un aveu d'ignorance. Quand une équation produit une valeur infinie, cela signifie généralement que quelque chose dans notre modèle est incomplet, que nous manquons d'un morceau du puzzle. Et c'est précisément là qu'entre en scène la proposition de Poplavsky. Il ne croit pas aux singularités. Il pense que la nature ne tolère pas les infinis. Et il propose un mécanisme pour les éviter. Ce mécanisme, c'est la torsion. Voici l'idée, exprimée aussi simplement que possible. Toutes les particules qui composent la matière ont une propriété fondamentale appelée le spin. On peut le visualiser comme une sorte de rotation intrinsèque, une propriété quantique qui est toujours présente, toujours active. Or, selon la théorie que Poplavsky utilise comme base, une extension de la relativité générale d'Einstein qui prend en compte ce spin des particules, ce spin produit dans l'espace-temps un effet qu'on appelle la torsion. La torsion, dans ce contexte, agit comme une force de répulsion, une sorte d'antigravité, mais à l'échelle quantique, à l'échelle des particules les plus petites. En temps normal, cette force est totalement négligeable. Elle est si faible qu'elle ne change rien à la façon dont les étoiles, les planètes ou même les atomes se comportent. Mais dans des conditions extrêmes, des conditions comme celles qui règnent à l'intérieur d'un trou noir, où la matière est comprimée à des densités inimaginables, cette force de torsion devient de plus en plus forte. Et selon Poplavsky, juste avant que la matière n'atteigne la singularité, juste avant que tout ne s'effondre dans un point infini, cette force de répulsion devient suffisamment puissante pour s'opposer à la gravité. La matière ne disparaît pas dans un point sans fond, elle rebondit. Et dans ce rebond, quelque chose de nouveau commence. Imaginons ce moment. Imagine une quantité de matière et d'énergie qui tombe dans un trou noir, appartenant à un univers que nous ne connaîtrons jamais.
Cette matière est aspirée, comprimée, condensée dans des conditions de densité et de chaleur inimaginables. Elle s'accumule, se tasse, se concentre, un peu comme une graine dans laquelle tout est compressé à l'extrême, dans laquelle le temps, tel que nous le connaissons, est tellement distordu qu'il n'a plus vraiment de sens, dans laquelle l'espace lui-même est replié sur lui-même d'une façon que notre intuition ne peut pas saisir. Et puis, au lieu de disparaître dans une singularité, cette graine rebondit. La force de torsion entre en action. La compression atteint un maximum, puis tout s'inverse. Ce qui était en train de s'effondrer commence à s'étendre. Ce qui était concentré commence à se dilater. Pour la matière et l'énergie, à l'intérieur de ce rebond, cet événement ressemble à une naissance, à une explosion qui marque le début de quelque chose de nouveau, à un Big Bang, leur Big Bang, notre Big Bang. Ce que nous appelons le commencement de notre univers ne serait autre que ce rebond vu de l'intérieur. Un rebond né au cœur d'un trou noir dans un univers que nous ne verrons jamais. Et nous, qui vivons à l'intérieur de cet univers né du rebond, nous sommes, sans le savoir, sans même pouvoir le percevoir, à l'intérieur d'un trou noir, de l'autre côté de son horizon des événements, dans son ventre. C'est une idée qui peut déstabiliser au premier abord. Vivre à l'intérieur d'un trou noir semble être quelque chose d'effrayant, de confiné, de sombre, d'étouffant. Mais réfléchissons-y un instant. Que signifie vraiment être à l'intérieur d'un trou noir pour nous, qui y vivons peut-être depuis toujours? Rien de différent de ce que nous vivons maintenant. Notre univers s'étend dans toutes les directions, sur des dizaines de milliards d'années-lumière. Il est rempli de lumière, de chaleur, de vie, de beauté. Si nous sommes effectivement à l'intérieur d'un trou noir, cela ne change rien à l'immensité de notre espace, à la magnificence du ciel nocturne, à la chaleur du soleil ou à la beauté d'un paysage. Cela change simplement notre compréhension de notre place dans quelque chose de plus grand, quelque chose d'incommensurable. Parce que si notre univers est né d'un trou noir, alors peut-être que chaque trou noir de notre propre univers donne naissance, de son côté, à un autre univers. Peut-être que les millions de trous noirs que nous avons déjà cartographiés sont autant de portails, autant de germes d'existence, autant d'univers en train de naître ou déjà nés, inaccessibles à nos observations, mais bien réels. Un arbre cosmique, un emboîtement infini d'univers, engendrant des univers, engendrant des univers. Une structure qui n'a pas de début et pas de fin, qui n'a pas besoin d'une singularité initiale, d'un point zéro, d'un moment où rien est devenu quelque chose, parce qu'il y aurait toujours eu quelque chose. Cette vision du cosmos, parfois appelée la cosmologie des trous noirs ou le modèle des univers emboîtés, n'est pas entièrement nouvelle. D'autres physiciens et cosmologistes ont exploré des idées similaires. La notion d'univers multiple, de multivers, de structures cosmiques qui se reproduisent et se ramifient, a été envisagée sous différentes formes, par différentes théories. Mais ce que Poplavsky apporte, c'est un mécanisme concret, un processus physique précis, la torsion quantique, qui permettrait à un univers de naître dans un trou noir sans avoir besoin d'invoquer une singularité mystérieuse ou une création ex nihilo. C'est une idée ancrée dans des mathématiques réelles, dans des extensions cohérentes de théories déjà bien établies. Ce n'est pas pour autant une vérité confirmée. Loin de là. C'est une hypothèse, une proposition théorique qui attend d'être testée, vérifiée,
éprouvés par des observations. Et pour le moment, ces vérifications sont hors de portée. Pourquoi ? Parce que l'horizon des événements d'un trou noir est, par définition, une frontière infranchissable en termes d'information. Rien de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ne peut en sortir pour nous informer. Aucun signal, aucune lumière, aucune donnée. Le trou noir garde ses secrets avec une rigueur absolue. Et si notre propre univers est à l'intérieur d'un tel horizon, alors nous ne pouvons pas non plus observer ce qui se trouve dehors. Nous ne pouvons pas regarder au-delà des limites de notre propre espace-temps pour confirmer que nous sommes bel et bien dans le ventre d'un trou noir appartenant à un autre univers. C'est là que la science rencontre une forme de limite fondamentale. Non pas une limite provisoire qui disparaîtrait avec de meilleurs instruments, mais une limite structurelle, inscrite dans la nature même de ce que nous cherchons à observer. Il existe cependant des pistes, des directions que les chercheurs espèrent pouvoir explorer pour trouver des traces indirectes, des indices, des empreintes laissées par les événements primordiaux qui auraient donné naissance à notre univers. L'une de ces pistes est le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement omniprésent, cette lumière ancienne qui remplit uniformément tout l'espace dans toutes les directions, est considéré comme l'écho lointain des premiers instants de notre univers. Lorsque l'univers était encore très jeune et très chaud, et qu'il s'est refroidi suffisamment pour que la lumière puisse se propager librement pour la première fois, cette lumière s'est répandue dans toutes les directions. Nous la captons encore aujourd'hui, très froide, très faible, transformée en micro-ondes par l'expansion de l'univers. Mais elle est là, partout autour de nous, comme un portrait de l'univers dans sa toute première enfance. Et dans ce portrait, il y a des détails, des variations infimes de température et de densité, des motifs, des structures, des polarisations. Et certains de ces motifs pourraient, en théorie, porter les traces d'une phase d'expansion extrêmement rapide, juste après le rebond initial. Une phase que les cosmologistes appellent l'inflation, et qui aurait étiré l'espace de façon spectaculaire dans les tout premiers instants. Si cette expansion inflationnaire a laissé des marques dans la polarisation du fond diffus cosmologique, et si nous parvenons un jour à mesurer ces marques avec suffisamment de précision, nous pourrions peut-être distinguer la signature d'un rebond issu d'un trou noir de celle d'un Big Bang classique. C'est difficile, c'est peut-être impossible avec nos technologies actuelles. Mais ce n'est pas théoriquement exclu. Une autre piste encore plus prometteuse et encore plus lointaine dans le futur passe par les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Elles sont produites par des événements extrêmement violents, des trous noirs qui fusionnent, des étoiles à neutrons qui s'entrechoquent, des explosions stellaires d'une énergie inimaginable. Ces ondulations se propagent dans toutes les directions à la vitesse de la lumière, traversant l'espace comme des vagues traversent l'eau. Nous avons détecté les premières ondes gravitationnelles en 2015 grâce à des instruments appelés interféromètres qui mesurent des variations de distance incroyablement petites, des déformations de l'ordre du millième du diamètre d'un proton. Cette découverte a ouvert une fenêtre entièrement nouvelle sur l'univers. Nous ne regardons plus seulement la lumière. Nous entendons maintenant, en quelque sorte, les vibrations de l'espace-temps lui-même. Or, si notre univers est né d'un rebond, alors des ondes gravitationnelles auraient été produites lors de cet événement fondateur. Des ondes primordiales, extrêmement anciennes, dont les longueurs d'onde seraient immenses,
bien plus grandes que tout ce que nos détecteurs actuels peuvent mesurer. Pour les capter, il faudrait construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles dans l'espace, des systèmes de satellites séparés par des millions de kilomètres, reliés par des faisceaux laser d'une précision extraordinaire. Ce genre de projet est en cours de développement. Il s'appelle LISA, Laser Interferometer Space Antenna, et pourrait être lancé dans les décennies à venir. Si un jour nous parvenons à mesurer les ondes gravitationnelles primordiales avec suffisamment de précision, nous pourrions peut-être y lire la signature de notre naissance. Pas seulement une naissance issue d'une explosion dans le vide, mais peut-être une naissance issue d'un rebond au cœur d'un trou noir. Ce n'est pas pour demain, mais c'est peut-être pour après-demain. Il est utile, ici, de prendre un pas de recul et de réfléchir à la façon dont nous nous représentons les trous noirs dans notre imagination collective. Parce que notre culture a façonné une image très particulière de ces objets. Une image souvent sombre, menaçante, associée à la destruction et à la mort. Dans les films, les trous noirs sont des aspirateurs cosmiques qui dévorent tout ce qui passe à proximité, des méchants de l'univers, des symboles de la fin inévitable des choses. Star Trek en a fait un outil de destruction. Interstellar en a fait un lieu de mystère et de fascination. Event Horizon en a fait littéralement la porte des enfers. Ces représentations sont fascinantes et certaines sont même remarquablement bien documentées scientifiquement. Interstellar, en particulier, a travaillé avec des physiciens théoriciens pour représenter au plus juste l'aspect visuel d'un trou noir. Mais elles restent des métaphores, des amplifications dramatiques, des projections de nos peurs et de nos fantasmes sur un objet que nous comprenons encore très partiellement. La réalité des trous noirs est à la fois plus étrange et plus apaisante que ce que le cinéma en fait. Plus étrange parce qu'un trou noir n'est pas un aspirateur. Il n'aspire pas activement son environnement. Sa gravité fonctionne exactement comme la gravité de n'importe quel autre objet de masse équivalente. Si le Soleil était remplacé demain par un trou noir de la même masse, la Terre continuerait d'orbiter autour de lui exactement comme aujourd'hui. Le système solaire ne serait pas avalé. Rien ne serait aspiré. Ce qui rend les trous noirs uniques, c'est simplement que leur masse est concentrée dans un volume extrêmement petit, ce qui crée une gravité extraordinaire dans leur voisinage immédiat. Mais à distance raisonnable, ils se comportent comme n'importe quelle autre masse. Plus apaisante aussi, parce que les trous noirs ne sont pas des destructions. Ils sont des transformations, des processus, des acteurs essentiels dans l'économie de l'univers. Les trous noirs jouent un rôle fondamental dans la structure et l'évolution des galaxies. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies ne sont pas de simples curiosités. Ils sont intimement liés à la formation des étoiles, à la distribution de la matière, à la façon dont les galaxies croissent et changent au fil du temps. Quand un trou noir supermassif est actif, c'est-à-dire quand il avale activement de la matière, il libère des quantités d'énergie colossales sous forme de jets et de rayonnements. Ces jets peuvent traverser des distances de millions d'années-lumière et influencer la formation d'étoiles dans des régions entières de leur galaxie. Ils peuvent arrêter la croissance d'une galaxie en soufflant le gaz dont les nouvelles étoiles auraient eu besoin pour se former. Et inversement, quand une galaxie commence à se former, elle attire de la matière vers son centre, qui finit par alimenter son trou noir central, qui lui-même influence la croissance de la galaxie. Trou noir et galaxie se façonnent mutuellement, grandissent ensemble, évoluent ensemble. Ils sont inséparables.
Certains chercheurs vont jusqu'à dire que les trous noirs sont l'ADN des galaxies, qu'on ne peut pas comprendre une galaxie, ses étoiles, ses planètes, sa chimie, son histoire, sans comprendre son trou noir central et la façon dont celui-ci a influencé et façonné tout ce qui l'entoure. Et si cette vision est correcte, alors les trous noirs ne sont pas des fins du tout. Ils sont des architectes, des forces structurantes, des éléments constitutifs du cosmos, au même titre que la gravité, que l'électromagnétisme, que la force nucléaire. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette vision des trous noirs comme architectes de l'univers. Quelque chose qui résonne avec une intuition ancienne que les êtres humains ont toujours eue dans toutes les cultures. L'intuition que le cosmos est organisé, que les choses sont liées, que la destruction et la création sont les deux faces d'une même réalité. Les étoiles naissent dans des nuages de gaz qui s'effondrent sous leur propre gravité. Elles vivent pendant des millions ou des milliards d'années, fusionnant des atomes légers pour produire des atomes plus lourds, du carbone, de l'oxygène, du fer, du calcium. Puis elles meurent en explosant, dispersant ces éléments dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire, donnant la matière première à de nouvelles étoiles, à de nouvelles planètes, à la vie. Nous sommes faits d'étoiles mortes. Chaque atome de fer dans notre sang, chaque atome de calcium dans nos os a été forgé au cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. Nous sommes, dans un sens très littéral, des poussières d'étoiles. Et si la théorie de Poplavsky est correcte, nous sommes peut-être aussi des enfants de trous noirs. Nos origines remonteraient non pas à une singularité mystérieuse surgissant du néant, mais à un processus cosmique cyclique, à de la matière tombant dans un trou noir dans un univers que nous ne connaîtrons jamais, rebondissant, explosant, se dilatant, se refroidissant, formant des atomes, des étoiles, des galaxies, des planètes, et finalement des êtres capables de se poser la question de leurs propres origines. Il y a quelque chose de vertigineux et de réconfortant à la fois dans cette image. Vertigineux parce qu'elle implique une réalité bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Réconfortant parce qu'elle suggère que nous ne sommes pas des accidents surgis du néant, mais des liens dans une chaîne interminable, des expressions d'un cosmos qui se perpétue, se renouvelle, se réinvente sans cesse. Mais il est important aussi de rester honnête sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. La théorie de Poplavsky est une proposition théorique parmi d'autres. Elle est cohérente mathématiquement. Elle repose sur des extensions sérieuses des théories existantes. Elle propose une solution élégante au problème des singularités. Et elle est prise au sérieux par une partie de la communauté scientifique. Mais elle n'est pas prouvée, elle n'est pas encore testée par des observations. Et dans le monde de la physique moderne, une idée, aussi belle soit-elle, n'a de valeur que si elle peut être confrontée à la réalité, si elle peut faire des prédictions que nous pouvons vérifier, si elle peut être, en principe, réfutée par des données. Pour le moment, la théorie du rebond dans un trou noir reste hors de portée de la vérification directe. Ce n'est pas une raison de la rejeter, c'est une raison de continuer à chercher. Et beaucoup de chercheurs cherchent. Ils développent de nouvelles manières de mesurer le fond diffus cosmologique. Ils affinent notre compréhension des ondes gravitationnelles. Ils cherchent dans les observations actuelles des signatures qui pourraient distinguer différents modèles d'origine de l'univers. La science avance, pas toujours vite, pas toujours de façon linéaire. Parfois en faisant des détours, en explorant des pistes qui ne mènent nulle part, en revenant sur des idées que l'on croyait réglées.
mais elle avance. Et pendant qu'elle avance, nous pouvons nous permettre quelque chose que la science ne fait pas toujours assez. Nous émerveiller. Nous émerveiller du fait que nous existons dans un univers suffisamment complexe pour que cette question ait un sens. Que nous sommes des êtres conscients, capables de se demander d'où ils viennent. Que nous avons développé des langages, des mathématiques, des instruments, des théories pour sonder les limites de l'espace et du temps. Nous émerveiller du fait que des trous noirs, ces objets réputés sombres et destructeurs, pourraient être, selon certaines des idées les plus audacieuses de la physique moderne, les lieux de naissance d'univers entiers. Que la mort et la naissance dans le cosmos sont peut-être beaucoup plus entrelacées que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous émerveiller du fait qu'il existe encore autant de questions sans réponse, que nous n'avons pas tout compris, que le mystère est encore là, immense, profond, plein de promesses. Il y a une tendresse dans ce mystère, une générosité de l'univers à l'égard de ceux qui cherchent, comme s'il gardait toujours en réserve quelque chose de plus beau que ce qu'on avait trouvé jusqu'ici. Les trous noirs ont donc, en quelques décennies, traversé un voyage extraordinaire dans notre compréhension. Ils sont passés de prédictions mathématiques abstraites à des objets réels, observés, photographiés, de curiosités exotiques à des acteurs centraux de l'évolution des galaxies, d'images de destruction à potentiel berceau d'univers. Et ils nous posent encore des questions que nous ne savons pas répondre. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de l'horizon des événements? La singularité existe-t-elle vraiment? Ou est-elle le signe que notre physique est incomplète? Existe-t-il vraiment des univers à l'intérieur des trous noirs? Sommes-nous nous-mêmes à l'intérieur d'un trou noir, appartenant à un univers plus grand? Ces questions ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations à penser autrement, à imaginer plus grand, à accepter que l'univers est peut-être infiniment plus riche, plus complexe, plus extraordinaire que tout ce que nous avons pu concevoir jusqu'ici. La science est une conversation entre l'humanité et la réalité, et cette conversation est loin d'être terminée. Elle commence à peine, en fait. Chaque réponse que nous trouvons ouvre 10 nouvelles questions. Chaque mystère résolu en révèle 100 autres. Et c'est précisément pour ça que cette conversation est si belle. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel de nuit, que tu laisses ton regard se perdre dans l'obscurité entre les étoiles, souviens-toi que cette obscurité n'est pas vide. Elle est pleine de matière invisible, pleine d'énergie que nous ne comprenons pas encore, pleine de trous noirs qui tournent lentement au cœur des galaxies, avalant la matière, façonnant les étoiles, influençant le destin de tout ce qui les entoure. Et peut-être, selon une idée qui pour le moment reste une belle proposition parmi d'autres, pleine de mondes en train de naître, pleine d'univers que nous ne verrons jamais, issus de rebonds que nous n'observerons jamais, mais qui existent peut-être quelque part, de l'autre côté de cet horizon infranchissable. Peut-être que le cosmos est bien plus généreux que nous ne l'avions imaginé. Peut-être qu'il ne crée pas seulement une fois. Peut-être qu'il crée tout le temps, partout, en silence, à l'abri des regards, derrière des horizons que même la lumière ne peut franchir. Et nous, petits êtres curieux sur une planète perdue dans un bras de la Voie lactée, nous cherchons. Nous observons, nous calculons, nous imaginons. Nous tendons l'oreille vers des ondes gravitationnelles venues de l'aube des temps. Nous plongeons nos télescopes dans les profondeurs du passé cosmique. Nous bâtissons des théories toujours plus audacieuses
pour décrire ce que nous ne pouvons pas voir directement. Et dans cet acte de chercher, quelque chose d'essentiel se dit, quelque chose sur ce que nous sommes, des fragments de cosmos qui cherchent à se comprendre, de la matière née d'une explosion ou d'un rebond qui a finalement trouvé le moyen de se regarder elle-même, de se questionner, de s'émerveiller. Il est possible que les trous noirs soient des fins, des endroits où la matière disparaît à jamais, où l'information est perdue, où les lois de la physique s'effondrent en un point de néant. Il est aussi possible qu'ils soient des commencements, des lieux de renaissance, des passages d'un univers à un autre, des mécanismes d'une créativité cosmique qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. La vérité, pour l'instant, est que nous ne savons pas. Et c'est dans cet espace d'incertitude que vivent les plus belles idées de la science. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. L'incertitude n'est pas le signe que nous avons échoué à comprendre. C'est le signe que nous sommes au bord de comprendre quelque chose de nouveau, que nous nous tenons à la frontière entre ce que l'humanité sait déjà et ce qu'elle ne sait pas encore, et que cette frontière est, comme toujours, un endroit fascinant où se tenir. Alors laisse cette question rester ouverte. Laisse-la vivre dans ta curiosité, dans tes rêveries nocturnes, dans les moments où tu lèves les yeux vers le ciel et te demandes ce qu'il y a vraiment là-haut. Les trous noirs gardent leurs secrets, mais ils nous invitent, par leur existence même, à ne jamais cesser de chercher, à ne jamais accepter que la réalité soit moins grande que notre imagination, à rester des êtres de questions autant que des êtres de réponses. Et c'est peut-être ça, le cadeau que le cosmos nous fait. Non pas des certitudes, mais des horizons, toujours plus loin, toujours plus beaux, toujours juste au-delà de ce que nous pouvons atteindre, pour l'instant.